La pluralité des mondes est une idée qui remonte à l'Antiquité. On trouve déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans De Rerum Natura, le grand poème atomiste du philosophe Lucrèce, une réflexion qui peut nous paraître aller de bon sens, mais qui à l'époque est très originale et qui manifeste une grande, je dirais, sérénité, un détachement rationnel. La voici, c'est de dire, finalement, nous existons, nous sommes le résultat de combinaisons d'éléments matériels, les atomes, et si nous existons encore, c'est que cette combinaison s'est montrée viable, et il est fort probable que l'endroit où nous nous trouvons n'est pas très différent de tout le reste de l'univers. C'est ça qui est la grande particularité de l'atomisme, c'est de considérer que finalement nous sommes des êtres assez quelconques, assez probables, et dans un univers dans lequel nous n'avons pas de position particulièrement privilégiée. Par conséquent, dit Lucrèce, on ne saurait tenir pour vraisemblable que seule une terre et notre ciel aient été créés. Il est fort probable que ailleurs, à un autre moment dans l'univers, eh bien, d'autres assemblages d'atomes viables se soient formés, et donc il existe ailleurs d'autres terres peuplées d'autres êtres vivants, peut-être différents, mais peut-être aussi semblables à nous. Et donc, c'est une sorte de spéculation rationnelle, comme on le voit, qui est très ancienne que celle de se demander non seulement s'il y a une pluralité des mondes, mais surtout une pluralité des mondes habitables. Alors, ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'on trouve aussi dans l'Antiquité romaine une histoire qui nous raconte un voyage interplanétaire. Et même deux, c'est Lucien de Samosate qui écrit l'histoire véritable, et puis aussi un autre récit inspiré de l'histoire d'Icare et d'un philosophe cynique. Mais le principal, le plus connu, c'est donc Histoire véritable, dans lequel il commence un peu comme plus tard le baron de Munchausen par dire que tout ce qu'il va dire est absolument vrai, et il s'agit évidemment d'antiphrase, d'ironie, et tout le monde comprend qu'il va mentir. Et puis il raconte des histoires les plus invraisemblables, à commencer par celle d'une tempête qui aurait projeté sur la Lune son propre navire. Là-bas, il fait des rencontres. Il rencontre par exemple l'âme d'Ulysse, qui lui dit regretter fort d'avoir pris cette décision inconsidérée de quitter Calypso et l'éternité et l'immortalité qu'elle lui promettait. Et puis, il rencontre aussi des créatures fantastiques. Alors, dans l'Antiquité, on voit bien, il y a deux thèmes qui sont assez disjoints. D'une part, une spéculation rationnelle sur l'existence probable d'autres mondes habités, et puis d'autre part, une fantaisie qui ne se revendique absolument pas encore de la science. Il ne s'agit pas de la science-fiction, il s'agit bien de merveilleux et de satire qui présentent des voyages invraisemblables dans d'autres mondes. Ces thèmes, on les verra réémerger à la Renaissance. Le personnage le plus stupéfiant de cette période, ce sera Giordano Bruno, qui en 1584 écrit Le banquier des cendres, dans lequel il reprend, pour ainsi dire, le mode de raisonnement de Lucrèce, c'est-à-dire qu'il affirme que nous n'occupons pas une position privilégiée dans l'univers, que le monde est infini, peuplé, que les étoiles sont d'autres soleils, qu'il gravite très probablement d'autres planètes autour du Soleil, et il va jusque dans son ouvrage de la même année consacré au monde et à l'infini et à l'univers, il va jusqu'à affirmer que très probablement ces autres univers sont aussi peuplés d'êtres intelligents qui ont été formés à l'image du Créateur. Donc, ce mode de raisonnement, bon, on sait que en fait, les spéculations de Bruno, très en avance sur son temps, ne lui porteront pas chance, hein. Ça va mal se passer pour lui, mais on peut dire qu'un siècle après, aussi après le choc des découvertes de Galilée, eh bien, ce style de raisonnement sera mieux admis, en tout cas au XVIIe siècle. Le texte qui clôt cette période, en quelque sorte,
et qui donne un état des connaissances, ce serait l'entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle, dans lequel on a toute une série de présentations de ce qu'est l'astronomie de cette époque, et puis en même temps des conjectures, des hypothèses sur l'existence de la vie sur la Lune, sur les autres planètes du système solaire, sur les problèmes théologiques aussi et politiques que cela soulève. Maintenant, si l'on compare avec la période qui s'ouvre avec Jules Verne, avec George Orwell et les autres pionniers de la science-fiction, on peut se rendre compte que la situation s'est pour ainsi dire inversée, dans ce sens que la spéculation sur l'existence d'autres êtres, les extraterrestres, les Martiens et donc autres créatures vivant sur des planètes éloignées, eh bien, elle n'a pas, elle est toujours restée au même plan et quand on la fait intervenir, on est toujours livré à la fantaisie, on va dire, et donc à l'imagination. Très souvent, ce seront des projections, pour une part idéologique, de conflits humains qu'on va retrouver incarnés dans cette figure de l'autre qui est l'extraterrestre et cette mise en scène de notre propre psyché, on va dire, qui est la rencontre avec les extraterrestres. Alors que dans le même temps, en revanche, l'idée du voyage spatial, elle va beaucoup évoluer. Et elle va prendre les caractères non seulement d'une spéculation rationnelle, mais elle va être chargée, on va dire, de réalisme technologique. Et ça, c'est vrai dès Jules Verne. Dans une certaine mesure, c'est plus discret chez George Orwell, mais dans toute la science-fiction, il y a surtout dans le courant de la science-fiction qu'on appelle la hard science, il va y avoir toute une série de précisions qui vont être apportées à l'apparence, au fonctionnement des vaisseaux spatiaux. Et donc il y a, pour ainsi dire, un renversement de la situation. Dans l'Antiquité, finalement, c'était un discours philosophique et assez rationnel qui traitait de la question de l'existence d'êtres sur des mondes habitables qui soient différents de la Terre, mais c'était vraiment cette fois-ci un récit merveilleux, souvent ironique, qui mettait en scène la rencontre possible, en tout cas le voyage dans ces espaces intersidéraux. Alors que de nos jours, on peut dire qu'on s'y croit presque quand il est question de voyage, mais qu'au fur et à mesure que nos possibilités technologiques d'explorer l'univers ont réellement augmenté et donc imaginairement aussi se sont dilatées, eh bien la perspective de rencontrer la vie ailleurs, elle aussi s'est éloignée comme un horizon, et que donc cet horizon est toujours peuplé par un imaginaire et qui d'une certaine manière tranche en quelque sorte avec la transformation qui, elle, a porté dans la science-fiction sur le transport et les voyages intersidéraux.